Automne 1886. Toscane, Italie. Dans les collines jaunes de Toscane, la vie était rythmée par les saisons. À l'arrivée de l'automne, tous les villages s'activaient pour se préparer au froid. Épais rideaux aux fenêtres, sacs de paille pour se protéger du vent, poêles à bois remis en état, tout le monde, sauf deux jeunes gens, isolés en bordure d'un vignoble oublié. Pendant que leurs voisins barricadèrent leur maison, Luca et Giulia Moretti, deux frères et sœurs récemment arrivés de la région de Vénétie, faisaient de quelque chose d'impensable. Ils déterraient le sol de la grange qu'ils avaient hérité d'un oncle inconnu. Tandis que d'autres renforcèrent les fenêtres, ils disparaissaient sous le plancher. Personne n'a compris, personne n'a posé la question. Ils sont maudits, murmurait-il dans les tavernes. Si jeunes, ils ne tiendront pas un mois. Lorsque les premières gelées sont arrivées tôt, quand le front froid a coupé en deux des oliviers entiers, et lorsque la pire tempête de neige en 50 ans a recouvert des villages entiers et forcé des familles à brûler leurs meubles pour échapper à la chaleur, aucune fumée ne s'échappait de leur grange. Et c'est ça qui effrayait le plus les autres. À Casa Moretti, l'ancien domaine Moretti ressemblait à tous les autres. Murs de pierre, toits de tuiles toscanes, cheminée centrale. Simple, fonctionnel, mais trop simple pour un hiver rigoureux. Luca avait 24 ans, Giulia avait 20 ans. Pas de parents, pas d'amis, pas de racines dans le village de San Clemente. Certains disaient qu'ils fuyaient à la guerre, d'autres qui ont hérité de ces terres par erreur. Mais personne ne s'en est soucié suffisamment pour le confirmer. La première fois qu'ils ont affronté l'hiver là-bas, ils ont à peine survécu. Le bois de chauffage a rapidement disparu. Le vent hurlait à travers les fissures. Et même avec la cheminée allumée, ils se réveillaient avec de la glace sur le sol et de l'eau gelée dans les cruches. C'est alors qu'ils ont commencé à observer la grange. Simple, exigu, mais étrangement chaleureux. Le mur du fond était adossé à une colline. Là, le vent ne soufflait pas. Là, les animaux dormaient, le souffle chaud. Et c'est là que l'idée est née. Sous terre, l'abri sans échanger un mot, ils se mirent à creuser. Le sol n'était pas encore gelé. Ils travaillaient tôt avant le lever du soleil. Et en fin d'après-midi, tels des ombres, personne n'a vu. Personne n'a posé la question. Des seaux de terre furent discrètement déversés entre les vignes mortes. À l'intérieur de la grange, parmi les chevaux et la paille, Luca bêchait. Giulia portait des charges. Avec une patience quasi religieuse, ils creusèrent une chambre de 2 mètres de profondeur et de 3 mètres de large. Les pierres retirées ont été réutilisées dans les murs intérieurs, soigneusement empilées sans mortier, juste à l'instinct et par gravité. Le sol, tassé à la houe, présentait une légère pente pour permettre l'écoulement de l'eau, et le toit, fait de planches provenant d'un ancien remis à voiture qui s'était effondré l'année précédente. En apparence, tout semblait normal. Mais en dessous, il y avait un refuge secret, la trappe invisible. L'entrée ne pouvait pas être évidente. Une porte latérale laisserait entrer le froid. Il leur fallait quelque chose de discret. Une trappe, du côté ouest de la grange, sous une meule de foin. De l'extérieur, c'est impossible à remarquer. Un petit escalier descendait vers la chambre, et tout autour, le silence. Mais il restait un défi à relever, l'air. Giulia se souvenait des tuyaux de drainage abandonnés derrière l'église. À l'aide d'argile et de patience, Luca a créé un tuyau de ventilation encastré dans le mur nord, s'étendant au-dessus de la crête et semblant faire partie intégrante de la construction. Finalement, ils ont improvisé un four en pierre et en argile. Petit, pas de cheminée apparente, sans fumée. La terre retiendrait la chaleur, l'hiver arrive, et la peur aussi. À la mi-novembre, le froid était tranchant comme un couteau. Les familles consommaient du bois de chauffage comme jamais auparavant. Et du côté des Moretti, pas de fumée, pas de bruit. Dans le village, les murmures s'intensifièrent. Ils sont morts, ça ne peut être que ça. Cette fille doit être possédée. Je l'ai vue seule au marché, elle ne tremblait même pas. Mais en contrebas, la chaleur persistait. Ce n'était pas confortable. Mais c'était la vie. Ils dormaient ensemble, couverts de couvertures et de paille. J'écoute les chevaux qui se déplacent au-dessus de moi. Leur thermomètre affichait 9 degrés Celsius. Hors de Dali 12. Le poids du silence. La 3e semaine, Giulia retourna au village chercher de la farine et du sel. Tout le monde la regardait comme si elle était un fantôme. Mais elle marchait debout, serena. Personne n'osait poser de questions. Mais tout le monde jugeait. Ils dorment avec les chevaux, tu entends? C'est le genre de choses qu'un sauvage ferait. Luca remarqua les regards insistants.
Il ressentait le poids des fardeaux inexprimés, mais il n'a rien dit. L'important, c'était que la caméra ait tenu le coup. Le premier signe de risque. Au cours de la 2e semaine de décembre, le vent a tourné. Cela venait du nord. Cela a apporté de l'humidité. Le sol de la chambre était plus mou. Les pierres étaient trop froides. Et un des coins est humide. Il n'y avait pas de fuite. Mais il y avait un avertissement. Ils ont creusé une tranchée supplémentaire. Ils ont renforcé le four. Ils ont tiré le foin plus loin dans la chambre. Ils dormaient avec leurs bottes aux pieds, prêts, au cas où ils auraient besoin de partir. Mais ils n'en avaient pas besoin. L'eau n'a pas vaincu la pierre, et la chaleur, bien que moins intense, persistait, alors que le village gelait. Dans le village, les familles commençaient à vaciller. Les enfants toussaient, des mères désespérées faisaient bouillir des pierres à côté de leur lit. On brûla sans hésiter des bois précieux. La maison de la famille Bellini s'est effondrée sous le poids de la neige. Chez les Ricci, le four a explosé, mais la famille Moretti est restée inébranlable, sans fanfare, sans fumée, tout simplement vivant. Épilogue. En janvier, lorsque les routes ont dégelé, une délégation du village est allée vérifier s'ils étaient encore en vie. Ils ont frappé à la porte. Elle était vide. Ils se rendirent à la grange. Silence. Puis ils entendirent un son étouffé. Mouvement. Julia apparut, s'essuyant les mains couvertes de cendres. « Avez-vous besoin d'aide » demanda-t-il sans ironie. Personne n'a répondu. Ce qu'ils ont vu, ou plutôt, ce qu'ils n'ont pas vu, était plus éloquent que 1000 mots. Ils n'ont pas pu surmonter le froid. Ils se sont cachés de lui. Et ça, c'était quelque chose auquel personne là-bas n'avait jamais pensé. Le cœur de la chambre. Le ciel au-dessus de San Clemente était gris depuis des jours. Il ne pleuvait pas, il ne neigeait pas. Mais l'air transportait quelque chose, comme si l'hiver retenait son souffle avant de passer à l'attaque. Lucas a suggéré d'éteindre le four pour une nuit. Faisons un test. Voyons comment réagit l'humidité. Julia hésita, mais elle acquiesça. C'était une erreur. Le lendemain matin, le thermomètre affichait 4 degrés C. Mais le sol était mouillé jusqu'au centre de la pièce. Le mur était obscurci. Le foin sur les poutres semblait avoir pleuré le bois. L'humidité, légère mais traîtresse, transformait la chaleur en vapeur froide. Lucas a passé toute la journée à renforcer le mur avec de la terre sèche, en la tapotant dans les interstices entre les pierres. Julia a découpé de vieux chiffons et les a noués au plafond, créant ainsi des rideaux de fortune autour du four pour essayer d'empêcher la chaleur d'entrer. La 3e nuit, la trappe se gonfla. Les planches avaient absorbé l'humidité. Ils ont à peine ouvert. « Si les choses continuent comme ça, nous serons coincés », a-t-elle déclaré. « Nous devrons dormir à la maison ce soir. Et que dire du gaspillage de bois de chauffage? Nous n'avons pas le choix. À la maison des morts. Ils sont montés. La maison semblait oubliée. Les fenêtres étaient opaques. L'air était lourd. Le vieux poêle a mis longtemps à démarrer. Il n'y avait aucune vie là-dedans. Il dormait tout habillé, bottes aux pieds, sans rien enlever. Julia s'est réveillée au milieu de la nuit. Il est descendu pour vérifier la caméra. Il a glissé sur la dernière marche. Le plafond était humide. Le coin où il dormait sentait la moisissure. Le lendemain matin, elle ne prononça qu'une seule phrase. Nous devons régler ce problème aujourd'hui. Respiration souterraine. Ils travaillaient en silence. Ils ont ouvert de petites grilles d'aération en hauteur sur le mur ouest. Ils ont réajusté la cheminée pour forcer la circulation. Lucas a placé des pierres chaudes sous la plateforme, une vieille technique, un souvenir de sa grand-mère. Julia a creusé une nouvelle fosse au point le plus bas. Il l'a remplie de brindilles et de pierres éparses. Il a laissé un seau là. Au final, il y avait de l'eau au fond. C'est alors qu'ils ont compris, la terre transpirait. Il ne s'agissait pas d'infiltration, c'était de la condensation. Le foin au-dessus, les corps des animaux, la chaleur constante, tout cela créait de l'humidité emprisonnée. La caméra était fonctionnelle, et comme tout organisme, il avait besoin de respirer. La solution cruelle, air paradoxal. Pour conserver la chaleur, il faudrait l'ouvrir, laisser entrer le vent, 1 fois par jour. Bref, précis, implacable. Le lendemain matin, Julia ouvrit la trappe. Lucas se chronométrait avec la montre de poche de son père. 3 minutes. Le vent coupait comme un rasoir. Mais l'humidité l'a emporté avec elle. Cette nuit-là, le thermomètre a grimpé. Le sol s'est asséché. Ces enfoirés sont barous. La chambre respirait avec eux. Pas contre. L'hiver montre les dents. Janvier est arrivé comme une lame. Le 10, la température a chuté brutalement. 35 degrés CE. Le vent ne soufflait pas. Il poussait.
Les fenêtres des maisons grinçaient, sous le poids de la neige. Au domicile de la famille Conti, l'un des enfants toussait sans cesse. Le poêle s'est éteint à cause du vent. Le père a cassé un banc pour entretenir la flamme. De l'autre côté de la vallée, dans la grange Moretti, le feu souterrain brûlait faiblement. Les pierres étaient chaudes au toucher. Extérieur, 38. À l'intérieur, 12 cas positifs. La première visite. Dans le village, la plupart des gens pensaient que la famille Moretti était décédée. Aucun bruit, aucune fumée, abandonnée. Pietro Conti prit sa décision. Dès que le temps s'améliorerait, il irait vérifier. La troisième nuit de la tempête, le vent s'est arrêté pendant 2 heures. Pietro se couvrit de tout ce qu'il possédait. La neige arrivait jusqu'à la taille. Mais il arriva à la grange. La porte était à moitié enterrée. Il la forçait à s'ouvrir. À l'intérieur, le silence, mais de l'air chaud, animaux vivants. Et puis, la voix d'une fille. Y a-t-il quelqu'un là-haut? Il a failli tomber. Il regarda le sol. Il vit des marques, une silhouette. Il a tiré. La trappe s'ouvrit. Giulia est apparue en premier. « Monsieur Conti, êtes-vous vivant? Nous allons bien. Tu veux descendre ?» Il est tombé, lentement. La chaleur enveloppait son corps comme une couverture. Lucas réglait le four. Du pain sec, de l'eau chaude, des couvertures. Nous pensions qu'il les avait congelées. Presque. Ma fille ne passera plus une seule nuit dans cette maison. Lucas regarda Giulia. Elle a simplement hoché la tête. La chambre s'agrandit. Le lendemain matin, Pietro est revenu, avec sa fille sur les genoux. Visage pâle, fièvre légère. Il a dormi là. La fièvre est tombée. Personne n'a dit merci. Personne n'en avait besoin. Quelques jours plus tard, les Leones arrivèrent. Puis vint la famille Benedetti. Couple, enfants, silence. L'espace était restreint, mais ça a fonctionné. Chacun apporta ce qu'il pouvait. Du pain, du lait, du bois de chauffage. Giulia a signé. Un feu une fois par nuit. Comme avant. Tout le monde a obéi. Non pas par peur, mais parce qu'ils savaient, là-bas, la chaleur était comme une mathématique. Et ce sont les mathématiques qui leur ont permis de survivre. Une nouvelle mesure. Le 8e jour, un commentaire. C'est génial. Lucas a répondu. C'est pratique. Giulia vit Margaret Benedetti dessiner dans un carnet. Je veux en construire un cet été, a-t-il déclaré. Fais-le à ta façon, a-t-elle répondu. Isaac Leone, qui s'était auparavant moqué du couple, posait maintenant des questions sur la boue, le drainage et les pierres. Puis-je le copier? Cela n'appartient à personne, répondit Lucas. Ce qui reste après lorsque le temps l'a permis, chacun est rentré chez soi. Mais quelque chose avait changé. Margaret fit construire une annexe semi-enterrée. Elle l'appela ainsi, salle d'hiver. Isaac creusa une chambre sous l'abri à outils. Pietro cessa de couper du bois et se mit à ramasser des pierres. Plus personne ne riait. Il n'a même pas chuchoté. La grange Moretti est devenue un point d'observation. Certains étaient venus juste pour regarder. Et ils sont revenus transformés. Giulia et Lucas n'ont jamais demandé de reconnaissance. Durant l'été, ils ont réparé la clôture. Ils ont rangé le thermomètre. La chambre était fermée. Mais voilà, comme une racine. Dernière phrase. Une phrase a commencé à circuler en Toscane. Ils n'ont pas creusé pour se cacher. Ils ont creusé pour survivre. Et dans cette vallée où tout le monde croyait que seul le vieil homme avait survécu, ce sont 2 jeunes hommes, discrets, étranges et incroyables, qui ont montré ce qui résistait véritablement au froid, pas en criant, mais avec de la pierre, silence et des tirs contrôlés.